Ouais. Alors, il y a une question, voilà, selon l'Athénien, qui nous dit, est-ce que d'une certaine manière, n'assistons-nous pas aux dernières batailles impériales pour asservir ou annexer les derniers petits bouts de territoire avant la bataille frontale des empires? Ben, moi, j'ai pas l'impression parce que je ne vois pas la Russie agir comme un empire actuellement. Je sais bien que sur les télévisions occidentales, on nous raconte que la Russie a violé le droit international puisqu'elle ne reconnaît pas un gouvernement issu d'un coup d'État et qu'elle obéit à l'ancien gouvernement. Bon. Mais cette manière de faire n'est pas très sérieuse. Les États-Unis ont une attitude impériale à renverser des gouvernements et particulièrement, on peut dire, l'administration Obama a un beau palmarès en la matière. Mais la Russie, elle, a une gestion de sa puissance, je dirais, en bon père de famille. Ils se contentent de défendre leur territoire, leur population quand on les appelle. La Russie n'est pas allée, au cours des dernières années, renverser des gouvernements, organiser des coups d'État. La Russie n'est pas allée bombarder l'Afghanistan ou l'Irak, n'a pas été assassiné Muammar el-Kadhafi, etc., etc. Donc non, je ne vois pas qu'il y ait un conflit entre deux empires actuellement. C'est plutôt donc un empire, l'OTAN, et un pays, voilà, la Russie, un grand pays puissant qui veut faire respecter le droit international, parce que la Russie, c'est un peu ce qu'elle invoque à chaque fois, c'est la souveraineté, le droit international, le respect des frontières des nations, Alors, quoi. le droit international est une création conjointe de la Russie en tant qu'État, et de la France, mais pas de toute la France. En fait, c'était le parti radical français qui, à la fin du 19e siècle, avec le tsar de Russie, a organisé une grande conférence à La Haye, et ça a été le début du droit international que nous connaissons aujourd'hui. Euh, donc, pour la Russie, c'est une affaire de très longue haleine, cette conception du droit, cette manière de régler les différends entre les États. Et la Russie, évidemment, défend le droit d'abord pour se défendre elle-même, c'est tout à fait logique, mais aussi parce que elle pense que c'est un moyen d'éviter des guerres à l'échelle internationale, pas simplement pour elle, mais d'assurer la paix générale et de pouvoir avoir des relations amicales avec tout le monde. Jadis, la Ouais. France avait la même, jadis, la France avait la même attitude, mais maintenant, ça n'est plus le cas. Et est-ce que, par exemple, déjà, bon, il exclut pour les États-Unis maintenant d'utiliser leur droit de veto au Conseil de sécurité. Ils pourront plus invoquer, en tout cas, pour cette affaire d'Ukraine, en tout cas, et puis là, on l'avait déjà compris depuis la Syrie, où même la Chine était contre toute forme de condamnation. Donc ça veut dire qu'il leur reste plus que finalement à chaque fois maintenant c'est l'option militaire ou alors en sous-main quoi. Il y aura plus de même de débat diplomatique international, c'est terminé. On va arriver au Alors, conflit je à ne chaque crois fois. pas. Je ne crois pas. Même dans le cas où les, les sept grandes puissances occidentales euh, rompent avec la Russie, je pense qu'en fait, il y aura toujours des discussions. Parce que aujourd'hui, le commerce international est tel que on ne peut pas couper le monde en deux comme ça. Euh, ensuite, je pense que la Russie n'est pas seule dans cette affaire. Bien sûr, c'est elle que l'on voit sur le devant de la scène, c'est elle qui prend l'initiative actuellement en Ukraine, et les puissances occidentales sont à la traîne. Elles sont à la traîne parce que, euh, au cours des derniers mois, il y a eu énormément de négociations publiques et de négociations secrètes entre Washington et Moscou sur des sujets très différents, mais particulièrement sur la question du Proche-Orient, de la Palestine et de la Syrie. Et les États-Unis étaient convaincus qu'ils avaient réussi à faire gober n'importe quoi aux Russes, que voilà un petit peu plus et ça passerait.
Et d'ailleurs, les Russes ont tout fait pour endormir leur méfiance jusqu'à voter cette résolution bizarroïde sur l'aide humanitaire en Syrie qu'ils ont adoptée là, il y a moins de 2 semaines. Mhm. Voilà, donc les États-Unis étaient sûrs de leur coup. Il n'y aurait pas de réaction de la Russie. Bah, si, il y en avait une qui était en préparation et elle s'est déployée immédiatement quand ça a été nécessaire. Et la Russie l'a fait en, en surprenant les États-Unis, mais sans surprendre ses grands alliés, qui eux étaient tout court. D'accord. Alors, on nous demande, est-ce que la chaîne d'information Russia Today, selon toi, est fiable? C'est une chaîne d'information suffisamment fiable? C'est une affaire un peu compliquée, mais vous savez, Russia Today, ça a été créé au départ pour être une chaîne à destination du Royaume-Uni. Et puis en fait, c'est devenu une chaîne à destination plutôt des États-Unis. Euh, et il vient d'y avoir une réorganisation de l'ensemble de l'audiovisuel extérieur de la Russie. Ça vient d'être placé sous une nouvelle autorité. Et là encore, il y a des changements au sein de la chaîne. Euh, bon, d'une manière générale, ce sont des gens assez professionnels quand même. Ouais. Oui, parce qu'ils donnent Est-ce que ça porte bon, sur quoi l'inquiétude que vous de la notez là? personne. Non, non, elle demande juste ça. C'est un auditeur qui nous demande est-ce que c'est une véritable chaîne fiable, mais il donne pas d'exemple particulier. Moi, personnellement, j'ai le Ok, sentiment aussi d'une fiabilité, quoi. c'est beaucoup plus fiable que de regarder France Télévisions. Mais Voilà. bon, il y a aussi des bêtises comme partout. Vous savez, quand on fait un flux en permanence, forcément, il y a des bêtises qui se glissent dedans, même si on essaye de bien travailler. D'accord. Alors, on nous demande aussi quelle est la situation dans les autres pays de l'ex-URSS, au Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan. Qu'est-ce qui se passe un peu dans ces Ah, républiques d'Asie centrale aussi? chaque endroit est différent. À chaque endroit, ouais, ouais. Alors, Vraiment, par exemple, au Kazakhstan. le Kazakhstan est un État très fort, avec des ressources importantes, Ouais. qui entretient d'excellentes relations avec la Russie et qui continue à héberger les centres spatiaux de la Russie. Il y a un niveau de vie qui s'est considérablement développé, et ce qui fait que même s'il y a un gouvernement relativement autoritaire, la population s'y retrouve très bien. Mais c'est un peu une exception, parce que le Kazakhstan a très bien réussi, mais par exemple son voisin, le Kirghizistan, est au contraire un État failli, comme l'Ukraine, si vous voulez. C'est même un désastre. Euh, bon, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, c'est entre les deux, mais l'Asie centrale a une culture très particulière. Et pour un Européen, c'est assez déroutant parce que quand un Européen arrive en Asie centrale, il a toujours l'impression de, de gouvernements terriblement autoritaires, de formes de dictature, de divinisation des dirigeants, etc. Bon, ça c'est un point de vue d'occidental. C'est pas comme ça que les gens vivent les choses sur place. Euh, Même si effectivement l'Ouzbékistan ou le Turkménistan sont des régimes vraiment très durs. Ouais, sur des régimes, surtout le régime d'Ouzbékistan, il est assez connu, ce dictateur avec sa fille là, qui dit qu'au gouvernement aussi, c'est ça. Oui, mais vous savez, l'Ouzbékistan, c'est un État qui, selon les jours, est du côté de l'OTAN ou du côté de la Russie. Ça vient en Voilà. balancier et chaque fois, il se fait payer par l'un et par l'autre. Bon. Donc,